Nous sommes réunis afin de commémorer les événements qui ont marqué la commune au cours de la Seconde Guerre mondiale, les 12 et 13 décembre 1943, il y a 80 ans. C'est un triste anniversaire, mais un hommage ô combien essentiel, car nos aînés ont combattu et souffert pour nous. Nous avons aujourd'hui une responsabilité, celle de faire perdurer la mémoire, la transmettre aux générations futures pour que notre village n'oublie pas. Je souhaiterais saluer la présence de différentes personnalités, les maires des communes de Billon, Michel Charlat, et Saint-Julien-de-Coppel, Dominique Voris, des villages qui ont également beaucoup souffert des suites de la rafle. Je salue la présence de Richard Vega, maire de Mirefleurs, venu en voisin et ami, les élus et anciens maires, les représentants des associations de déportés, représentés par Roger Montagnier, président de la fédération départementale, René Champion, président de l'association du secteur, les représentants des sapeurs-pompiers, les porte-drapeaux, les témoins de l'époque et leurs familles. Et je souhaiterais également remercier les jeunes qui sont présents aujourd'hui. Il est important, en effet, de vous informer, de vous faire connaître l'histoire de notre village à travers cette participation. Je vous propose maintenant d'écouter le récit de ces quelques jours de décembre 1943 où l'histoire a basculé. Pour commencer, jeudi 9 décembre 1943 à 22h, les maquisards font dérailler le train transportant des troupes allemandes au martre de verre. Pierre le Canadien, 23 ans, est tué. Il revenait d'une mission et cherchait à regagner le maquis de Saint-Maurice. 3 jours plus tard, dimanche 12 décembre, par représailles, les Allemands montent à Saint-Maurice, se dirigent au château, un des PC du premier corps franc d'Auvergne. Ils encerclent le village, sèment la terreur, n'hésitent pas à tirer. Les gens sortent de la messe dominicale, ils s'enfuient, se cachent, c'est la panique. Le village est terrorisé. Les maisons sont visitées, des bâtiments sont incendiés. Otto Stag découvre un porte-document qui était caché dans l'alambic situé dans une grange sous le château. Cette sacoche contenait des renseignements importants sur l'organisation du mouvement uni de la résistance du Puy-de-Dôme, la liste des collaborateurs à éliminer et des imprimés en blanc venant de Vichy. Ces documents de grande importance permettront aux Allemands de poursuivre leurs exactions aux conséquences tragiques. Dimanche 12 décembre, 26 personnes du village furent prisonnières dans une grange où elles passeront la nuit. Le lendemain, 13 décembre, seules 8 personnes seront relâchées, 5 seront internés au 92, 2 seront fusillés, 11 seront déportés et 5 laisseront leur vie en camp de concentration. L'acharnement des troupes nazies continua 3 jours plus tard, le 16 décembre 1943, dans Billon et sa région, avec l'implacable volonté de terrifier la population et de détruire l'organisation clandestine des maquisards. Il y eut plus de 200 arrestations. 5 personnes battues sur place, 167 personnes seront internées à Clermont-Ferrand. 15 seront fusillées au stand de tir du 92. 112 personnes sont déportées et 26 laisseront leur vie en déportation. Parmi ces personnes, je souhaiterais évoquer le nom de Madame Charin, née Zimmermann. Cette dame était agent de liaison et très engagée dans la résistance. Il faut savoir que quand les femmes entraient en résistance, elles étaient généralement agents de liaison. Leur rôle consistait à faire passer des messages et des renseignements entre les résistants, mais aussi à transporter des armes et de l'argent. Madame Charin et Zimmermann était présente à Saint-Maurice lors de la rafle et a été déportée à Ravensbrück. Ses enfants nous ont contactés récemment afin de nous partager son histoire. Elle a été décorée de la Légion d'honneur le 11 novembre 1971 pour fait de résistance. C'est une des rares femmes à avoir reçu cette distinction à titre militaire. Nous avons entrepris des recherches auprès des archives départementales afin de compléter son histoire et en vue de lui rendre un hommage particulier, vraisemblablement lors d'une prochaine cérémonie. En attendant, nous avons une pensée émue pour cette femme et sa famille, tout comme nous avons une pensée pour les nombreuses familles du village qui ont été meurtries ce jour-là et qui se souviennent. Je serai les familles Tassé. Nous avons toujours une pensée émue pour Pierrot, qui nous a quittés récemment et qui était le dernier survivant des personnes raflées ici à Saint-Maurice le 12 décembre et qui a longtemps accepté de témoigner auprès des écoles, entre autres, mais aussi publiquement ici à Saint-Maurice de ce qu'il avait vécu.
L'association des déportés déposera à l'issue de cette cérémonie une gerbe en son hommage. Mais également les familles Chassin, Douissard, Tassard, Sauvadet, Triozon. Et là, je souhaite aussi qu'on ait une pensée pour Colette Triozon qui vient de nous quitter. Certains de ces témoins n'étaient que des enfants. Et quand je parlais en préambule de l'importance de transmettre aux jeunes générations les éléments de l'histoire, nous leur avons demandé aujourd'hui de lire les témoignages de ceux qui avaient leur âge au moment de la rafle. Je vais donc leur passer la parole. Ils sont là, ils vont me rejoindre. Et on va commencer par la personne qui va lire le témoignage justement de Colette Triozon. Elle a alors 15 ans, habitante de Saint-Maurice. À son tour, Colette Triozon témoigne. Ma mère, ayant entendu les nouvelles, a fait partir mon frère, qui avait 22 ans, au Verdier. Monsieur Taillandé, instituteur au village, avec un Allemand, sont venus trouver ma mère, car nous avions des vaches, pour apporter du lait et du café au lait aux Allemands à la mairie en bas de Saint-Maurice. Ma mère a bien sûr été obligée d'accepter. Pendant que le soldat fouillait quelques placards, Monsieur Taillandé a interrogé doucement ma mère sur mon frère. Il a été soulagé de sa réponse. En sortant, l'Allemand, surpris par l'arrivée d'un homme, l'a mis en joue. C'était le Félix Rodier qui venait. Nous le saurons quelques jours plus tard nous donner des nouvelles de mon frère, qui était caché et en vie. Félix a été arrêté. Ma mère, très courageuse, a traversé pendant le couvre-feu pour porter son café au lait à la mairie. Du café, et nous n'en avions même pas. Au nom de la mémoire, Georgette Rochette Sauvadet. À l'époque, âgée de 8 ans, habitante de Lissac. C'est le 12 décembre 1943. Un épais brouillard recouvre la campagne. Avec François Vialon, nous sortons de la messe du dimanche. Nous voyons des personnes qui disent « Ce sont les maquisards. Que se passe-t-il » Nous allons au catéchisme. L'heure passe et nous partons par le chemin dit de la messe. Nous arrivons vers des jardins et là, nous entendons crier, tirer des coups de feu. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. La peur nous envahit. François me dit « Cela doit être des maquisards qui s'entraînent. » À 8 ans, que savons-nous de la guerre ? Il veut malgré tout se cacher derrière un petit mur. Je l'incite à ne pas rester là. Je veux partir, c'est dangereux. Et nous courons beaucoup. Les tirs continuent. Nous sommes de plus en plus affolés. Nous arrivons à Lissac avec François. Nous nous séparons au carrefour. Maman m'attend devant le portail de chez Céline Tassé avec Julie Sommevial. Je ne sais que dire. Je suis sourde, tellement les tirs étaient nombreux et près de nous. Mais grâce au brouillard, on a pu s'échapper. À la maison, m'attendaient mon grand-père et ma grand-mère, très inquiets de ce qui se passait. Nous n'oublierons jamais ce jour-là, ainsi que les jours qui suivirent. C'est là que nous avons compris ce que pouvait être la guerre. Des jours d'angoisse, de peur et d'inquiétude. Confidence. Longtemps, quand je descendais de l'école et que j'entendais un avion, je me couchais dans le fossé. Raconté par sa fille Danielle, un choc, Juliette Bourdet-Raymond. À l'époque, elle a 19 ans, habitante de Saint-Maurice à l'entrée du village. Dans le maquis, maman apportait régulièrement des messages, du ravitaillement aux maquisards, dont à Pierre le Canadien, au château. Ce jour, prévenue de l'arrivée des Allemands, elle devait récupérer des photos au château. Elle les trouve et en sortant, un homme beaucoup plus âgé qu'elle lui dit « Donne et sauve-toi vite, petite ». C'est en arrivant devant la maison où elle devait habiter le restant de sa vie qu'elle est arrêtée. C'est la panthère qui l'a braquée avec un petit revolver brillant, qui l'a fortement impressionnée, bien que 2 Allemands soient à l'arrière avec 2 fusils. Puis, elle sera amenée dans la grange avec tous les autres. Et c'est là qu'elle a pris conscience de ce qui lui arrivait. Durant la nuit, elle a eu les pieds gelés. Le lundi, elle a été relâchée, grâce à cet homme âgé qui s'est dénoncé à sa place, et à un Allemand. Elle n'a jamais oublié le sacrifice de cette personne. Histoire vécue par un enfant de Saint-Maurice, René Tassard, à l'époque âgé de 8 ans à peine. Ce dimanche 12 décembre 1943, après la messe dominicale,
les enfants de mon âge et moi-même étions à la leçon de catéchisme avec Madame Traca. Il me semble que ce jour-là, Madame Traca nous avait emmenés faire la leçon de catéchisme en plein air du côté de Cromont. Au retour de la leçon de caté, nous sommes revenus sur la place de Saint-Maurice. Là, nous nous sommes séparés. Les enfants de l'Issac sont descendus par le chemin communal dit chemin de la Messe. Les enfants du Haut-Saint-Maurice sont rentrés chez eux et moi, j'ai pris la direction du bas village pour rentrer chez moi par la rue de l'Ancien Four. Arrivé au croisement de la rue de l'Ancien Four et de la Halle, un premier soldat allemand armé monte la garde. Là, la peur au ventre, je continue mon chemin, mais un peu plus bas, à l'intersection de la rue de la Halle et de la Guelle, un deuxième soldat en armes était là. Lorsque je l'aperçus, la peur se fit plus forte et je suis parti me réfugier au fond d'une cave sous la maison délabrée. Là, le soldat allemand, qui était au carrefour et qui m'avait vu partir me cacher, est venu dans la cave, m'a attrapé par un bras et m'a remonté sur la rue. J'avais mon livre de messe, il l'a feuilleté et m'a fait signe d'aller rejoindre les gens du village qui étaient regroupés autour de la fontaine. Les femmes sur le pourtour de la fontaine et les hommes en face à la pointe de la rue de la Liberté. Là, toujours la peur au ventre, je repartis en courant et je n'avais pas l'intention de m'arrêter, mais de rentrer chez moi. Là, une sentinelle éposa son fusil et s'apprêtait à me tirer comme un lapin pour m'arrêter. C'est alors qu'une dame qui était autour de la fontaine, Madame Augusta Miodon, eut le réflexe de me saisir par un bras et stopper ma course. Un peu plus tard, les Allemands libéraient les femmes et les enfants et je rentrais chez moi. Avec ses souvenirs, Yvette Rudel Roussel-Sicard. À l'époque, elle a 18 ans, habitante de l'Issac. Février 2009. En montant à la messe sur la route de l'Issac à Saint-Maurice, ce dimanche matin, 12 décembre 1943, avec Paulette Anglarette Gazelle, 20 ans, et nos mamans. On ne se doutait pas de ce qui allait se passer dans notre commune les heures suivantes. Yvette raconte. Nous avions pourtant des doutes, car, dans la cour de mes parents, à l'Issac, il y avait une grande occupée par des maquisards et le trafic incessant d'armes, de pneus, de vêtements et de chaussures d'hommes nous donnait à réfléchir, pensant qu'il pourrait se passer quelque chose de grave. Maman avait entendu des conversations. Par exemple, comment ferons-nous pour tirer sur les Allemands s'ils arrivent à la sortie des écoles? Donc les maquisards s'attendaient au pire. À la sortie de la messe, nous allons déjeuner chez notre amie Jeanne Chassin-Pradier, qui habite à côté de l'église. C'est en sortant de chez elle que nous apercevons des hommes du maquis, courant dans la direction du Puy-Redon. Nous prenons la route opposée qui nous conduira dans le bourg de l'Issac. Nos mamans, ayant pris le chemin de la messe, étaient déjà arrivées. Il y avait un épais brouillard. Les Allemands étaient sur le chemin du port et apercevaient nos ombres. Ils tiraient sur nous, qui descendions en courant. Les balles frôlaient nos têtes. Nous avions très peur avec Paulette et Morissette Cahuzac, qui nous avaient rejoints. En arrivant à l'entrée du haut de l'Issac, nous trouvons Antoine Ventalon, le pauvre innocent du village, qui demande en patois « Des caillots », ce qui signifie « Qu'est-ce qu'il y a ?» Paulette lui répond « Rentre chez toi, les Allemands nous tirent dessus !» À ce moment-là, il tombe sous les balles. C'est le premier mort du village. Nous continuons notre route malgré notre peur. Morissette, plus jeune que nous, est affolée. Elle ne peut aller plus loin et se réfugie dans la première maison, Bognol-Chassant. Nous arrivons essoufflés, bouleversés, et nous tombons dans les bras de nos parents qui attendaient notre retour avec anxiété. Nous étions devant la maison de Pierrot Tassé. Lui n'était pas encore revenu, et pour cause. Nous avons eu beaucoup de chance. Le lendemain, nous apprenons que des camions bâchés partent de Saint-Maurice et emmènent des hommes et des femmes. En passant à l'Issac, une personne qui se trouvait au bord de la route voit mon oncle et mon parrain, Gaston Bognol, dresser la bâche et fait un signe de la main. Comprenait-il à ce moment-là qu'il ne reverrait plus son cher pays? Il a été fusillé 8 jours après par les Allemands au 92e régiment d'infanterie à Clermont-Ferrand. On l'a obligé à creuser sa tombe. Il avait 47 ans. Dans notre famille, que de larmes versées après ce deuil. Le même lundi 13 décembre, Paulette Anglarette Gazelle, de sa maison à l'Issac, voit de la fumée sur Saint-Maurice. Le château brûlé. Comment pourrions-nous l'oublier?
Je participe à la lecture des témoignages de nos anciens du village sur la rafle, en mémoire de Rémi Gazelle, à l'initiative du recueil de mémoires paru en 2009. Nous avions collecté tous les témoignages en 2008. Léontine Chassin-Douissard, à l'époque, elle a 22 ans. Elle habite Saint-Maurice, cafetière de son métier. Elle confirme la version de la sacoche retrouvée dans l'alambic. Ses souvenirs sont toujours présents, mais un peu différents. Mon mari, Gabi, était prisonnier et rapatrié pour raison de maladie. Nous avions 2 enfants, 4 et 2 ans. Et surtout, nous tenions le café. Le samedi, les maquisards étaient venus manger à la maison. Aussi, quand notre voisine d'en face est venue en criant « Partez vite, les Allemands sont là !» Le pot-au-feu cuisait sur le fourneau et il y est resté. Gabi ne voulait pas être repris et a décidé de partir chez des cousins au Chalard, à 1 kilomètre de Saint-Julien-de-Coppelle. Le brouillard a beaucoup aidé notre départ. Jeannot, notre garçon le plus grand, a marché sans arrêt et avait des ampoules énormes à son arrivée. Mais il avait tellement peur des coups de feu que ses pieds ne touchaient pas par terre. Nous avons passé entre les troupes allemandes de Saint-Maurice à Billon. Nous n'avons rien su de ce qui se passait à Saint-Julien. Nous sommes revenus le mardi après une halte à Longue chez mon beau-frère. Je suis rentrée la première pour connaître la situation et Gabi est revenue avec les enfants. Et là, nous avons découvert les horreurs. Marcel Chassin, dit Bretagne, nous a appris que la Gestapo nous avait cherchés. Il leur a répondu que nous étions jeunes et que nous partions souvent les dimanches. Petite anecdote, le pot-au-feu avait disparu et mes rares bijoux aussi. Le calme était revenu, mais les plaies étaient béantes. Nos voisins, Roger Sonnevial et Gaston Bognol, ont été fusillés au 92e régiment d'infanterie à Clermont-Ferrand. En 1944, après la découverte des fosses au 92, nous sommes partis avec Gabi, les parents de Roger et sa belle-mère Marguerite Gachon pour reconnaître le corps de Roger. Il avait 4 garçons, dont René qui avait 1 an. Avant de nous rendre sur les lieux, nous avons bu un café dans un bar près de la gare de Clermont. Il nous fallait du courage à 22 ans. 1943-2023. 12 et 13 décembre 1943. 80 années se sont écoulées. Et pourtant, je n'ai rien oublié de ces journées dramatiques qu'a vécu Saint-Maurice en ce mois de décembre 1943. J'avais 10 ans, âge de l'insouciance. Et pourtant, j'en garde un souvenir douloureux, avec l'arrestation, avec beaucoup d'autres, de mon frère Pierre, Pierrot pour la plupart. Il avait 17 ans. Jamais je n'oublierai les images de mes parents qui, dans une peine immense, apprenaient cette arrestation, suivie, hélas, de sa déportation au camp de Buchenwald en Allemagne, d'où il en est revenu dans un état sanitaire déplorable. Je n'oublie pas la grande émotion des habitants de Saint-Maurice en apprenant quelques jours plus tard les disparitions de Gaston Bognol et Roger Sonnevial, lâchement exécutés à Clermont-Ferrand au stand de tir du 92e régiment d'infanterie. Je n'oublie pas ceux qui, déportés en Allemagne, n'ont pas retrouvé leur pays natal. De ces événements, je n'ai rien oublié. Et cette journée commémorative est là pour nous le rappeler. Merci de m'avoir écouté. Merci Cécile de m'avoir donné la parole. Témoignage de Lucien Vignolet, donc, qui était le fils de Justin Vignolet, qui a été déporté et qui était maire en 1943. Dimanche 12 décembre 1943, je vais avoir 13 ans. La messe est terminée, nous rejoignons nos foyers dans un brouillard très épais. Mon papa, alors maire de la commune, est à la mairie pour une distribution de bandes chaussures. Sur la place, près de l'ancien presbytère, je vois des gens qui montent en courant la rue du Château. Ils sont à moitié habillés, des vêtements sous le bras, la mitraillette à l'époque.
Ce sont les maquisards qui étaient au château. Peu après, on entend les tirs d'armes à feu. Je descends rapidement la rue, près de la fontaine du Bas. Il y a des soldats qui gardent des personnes et qui me font ranger parmi eux, ainsi que mon frère. Ma sœur, qui va avoir 7 ans, monte l'escalier de notre maison et se recroqueville devant la porte complètement paniquée. Tout d'un coup, une des sentinelles part en courant rue des Granges en criant, en allemand bien sûr. Elle revient un peu après avec Roger Somvial et Gaston Bugnol en les menaçant de son arme. Puis on nous demande de nous disperser. Un groupe d'hommes et de femmes est amené dans une grange à l'angle de la rue de la Liberté et du chemin du Port. Les 2 femmes arrêtées rue de la Liberté, elles étaient avec les maquisards au château, sont emmenées chez mes parents. Ma maman leur donnera de quoi s'habiller décemment, car elles étaient en petite tenue. La panthère demande à ma maman de faire cuire plusieurs volailles. Il faut rapidement tuer, plumer, vider les volailles. Une sentinelle restera en faction dans la cuisine jusqu'à leur départ le lundi. Les soldats ne sont pas tout jeunes et certains ont dû faire la guerre de 14. Papa restera tout le temps avec la Gestapo. Excusez-moi. En tant que responsable des habitants. Il va aller dans chaque famille pour leur demander de préparer des repas qui seront apportés à la mairie. Il faut nourrir 150 soldats, plus la Gestapo. Les documents relatifs au maquis sont découverts, cachés dans le foyer le lundi matin. Ces documents permettront aux Allemands d'arrêter 150 otages dans la région de Billon. Le départ des Allemands a lieu le lundi matin sans prendre de leur pas. 20 otages sont emmenés de Saint-Maurice, 20 prisonniers. Ils ont relâché Félix Rodier et pris mon papa, le maire du village. Il sera déporté. Au moment du départ, lorsque les prisonniers, enfin les déportés, montent dans les véhicules, les Allemands jettent des grenades incendiaires au château et à la maison chemin du Port, à l'heure actuelle chez Delpirou. Voilà. Mon grand-père pensait ne plus revoir son village. Nous allons maintenant procéder au dépôt de germes. Donc, je vais demander à l'association de me rejoindre. Et peut-être Iban, donc, qui est l'arrière-petit-fils de Justin Vindiolet. Tu vas venir déposer la gerbe pour la commune. Je vais vous demander de bien vouloir respecter 1 minute de silence, à la suite de laquelle Bernadette et Tonio nous interpréteront un chant. Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens ni où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage, j'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière, un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les soldats l'ont pris. Et les morts sans surprise. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Dans la prison des frontières, souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera.
nous resterons dans l'ombre. On nous oubliera, nous resterons dans l'ombre. Cette remise de plaques commémoratives aurait dû avoir lieu l'an dernier, mais devant l'impossibilité de sa famille d'être présente, nous avons préféré la différer d'une année pour cette commémoration de la rafle de Saint-Maurice. Pierre nous a quittés le 7 février 2022. Cela va faire maintenant 2 ans que l'on n'écoute plus sa voix reconnaissable dans nos réunions, congrès, colloques, devant les lycéens et collégiens. Mais revenons 80 ans en arrière. Suite au déraillement d'un convoi militaire de l'armée allemande près de la gare des Martres de Verre par les membres de la résistance basée à Saint-Maurice, la Gestapo investit le dimanche 12 décembre 1943 le village et effectue des arrestations sur la voie publique et dans quelques domiciles. 26 personnes resteront prisonnières toute la nuit dans une grange. 11 seront amenés au 92 à leur prison militaire allemande. Pierre Tassé en fera partie. Je ne reviendrai pas sur ces terribles journées, tous ici les connaissent. Né le 30 octobre 1926, Pierre est alors âgé de 17 ans au moment de son arrestation. Après un court passage à la prison du 92, il part le 4 janvier 1944 pour le camp d'internement de Compiègne-Royalieu. Puis ce sera le 17 janvier le départ pour le camp de concentration de Buchenwald, près de Weimar, en Allemagne. Après 2 jours de transfert dans des wagons plombés, son convoi de 1943 déportés arrive au camp. Pierre portera le matricule 41 153, mais il ne sera pas tatoué. Il en est libéré le 11 avril 1945, après 16 mois d'enfer, avec tous les autres. À son retour, il pèsera 36 kilos. Quelques années plus tard, il témoignera devant les collégiens et lycéens pour expliquer aux jeunes générations l'inexplicable, le calvaire qu'il a vécu. Il sera également présent aux remises des prix du concours national de la résistance et de la déportation et racontera encore son histoire. Aujourd'hui, il est encore présent, mais au travers de la vidéo. Quelques semaines avant sa disparition, le 12 décembre 2021, il était présent devant le monument aux morts de la commune pour rendre hommage à tous ses camarades qui ont vécu cette terrible rafle dont il était à ce jour le seul survivant. Nous gardons de Pierre le souvenir de quelqu'un de disponible, de discret, un ami fidèle avec des valeurs humanistes et un intérêt certain pour sa commune, la déportation et la résistance locale. Pour tout cela, Pierre, tu as toute notre reconnaissance pour l'enfer que tu as vécu, pour que la France, enfin, retrouve sa liberté. Au nom du Bureau national de la Fédération des déportés, internés, résistants et patriotes, que je représente aussi ici, la FNDRP assure à son épouse, à ses enfants, à toute sa famille ainsi qu'à ses amis, sa profonde sympathie et nul doute que Pierre restera encore très longtemps dans nos mémoires. Je vous en répète 1 minute de silence. Je vous remercie. Je tiens à vous remercier tous. Je suis sûr que lui, il doit être très ému.
Bien, je vous propose de rendre hommage à Rémi Gazelle. Donc Rémi qui nous a quittés en début de mandat en 2021. Il avait beaucoup travaillé sur cette période et recueilli un certain nombre de témoignages. C'est grâce à lui et avec la collaboration de Josiane que nous pouvons bénéficier du recueil de mémoire. Il a consigné l'histoire et c'est précieux. Donc voilà, on a une pensée très émue pour lui, pour tout le travail qu'il a fait et le cœur qu'il a mis, le sérieux et le cœur qu'il a mis à retracer cette histoire. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.